les normolipémiens et les troubles thyroïdiens. Alors, on commence dans les chapitres qui sont les normolipémiens. Pour parler un petit peu de la maladie qui nous concerne aujourd'hui. Donc, c'est la dyslipidémie. Donc, c'est un problème au niveau des lipides sanguins, que ce soit qualitatif ou quantitatif. Ça concerne donc plusieurs lipides plasmatiques, que ce soit le cholestérol total ou ses fractions HDL, LDL et la triglycéride. Toutes ces anomalies sont plus ou moins liées au risque cardiovasculaire, c'est ce qui fait un petit peu leur gravité. Alors, on rappelle que depuis le point de vue physiopathologique, le cholestérol a une double origine et il a un apport exogène d'environ 600 à 700 mg par litre et endogène un peu plus, le double ou le triple, par biosynthèse surtout hépatique. Les complications dues à cette dyslipidémie, surtout avec l'augmentation du cholestérol total et de la fraction LDL, et surtout la baisse de la fraction LDL, sont des facteurs de risque d'accident cardiovasculaire, surtout avec des études à grande échelle qui ont été effectuées dans ce sens. C'est d'ailleurs l'étiologie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité et de morbidité des pays industrialisés, surtout chez les personnes âgées. Donc ça résulte de tout ça un développement de l'athérosclérose qui est quand même un des facteurs de risque. Que l'hypocholestérolémie représente un des facteurs de risque. C'est pour ça que d'ailleurs les études épidémiologiques ont bien mis en évidence cette relation entre le niveau de cholestérol sanguin et justement la fréquence de ces complications cardiovasculaires très handicapantes. Au niveau du plasma, les lipides, donc, je rappelle qu'ils sont transportés à des protéines spécifiques sous forme de lipoprotéines, ça donc c'est des petits rapides de biochimie. Les principales lipoprotéines sont les kilomicrons et les VLDL, qui sont très riches. Les VLDL sont très riches en triglycérides. Quant aux LDL, sont principalement constitués de cholestérol et les HDL. Les lipides alimentaires du tube digestif sont absorbés sous forme de cholestérol, d'acide gras et de glycérol. Donc, ce métabolisme des acides gras, que je rappelle simplement, que vous avez déjà dû voir dans le cours de biochimie. Alors donc, on rappelle toujours que bon, c'est le foie qui synthétise les LDL, qui transporte les triglycérides. Et donc, tout ça est transformé sous l'influence de cette enzyme, la lipoprotéine lipase, en LDL et en cholestérol. C'est-à-dire que parmi les cibles pharmacologiques, ça sera entre autres cette enzyme. Donc, tout ça un petit peu pour rappeler, grosso modo, le métabolisme des acides gras en général. Alors, le but thérapeutique dans le traitement des dyslipidémies, c'est d'en faire augmenter donc, la concentration, tout au moins la partie HDL du cholestérol, et en même temps de faire diminuer donc ces quatre-là, le cholestérol total, la fraction LDL, les triglycérides et les autres lipides. Donc, il faut se rappeler ce schéma comme quoi il y a des choses qu'on essaie un petit peu de rendre plus présentes et d'autres qu'on essaie de diminuer au niveau sanguin. Voici un petit peu l'homéostasie lipidique chez une personne qui n'a pas de facteur de risque. Voici les valeurs qui sont plus ou moins connues à l'échelon international. Le cholestérol total, triglycérides. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la fraction LDL qui doit être inférieure à 4,1 mmol. Chez nous, on utilise toujours le gramme par litre, donc la valeur c'est 1,6. Sauf que les objectifs thérapeutiques changent pour ces valeurs de LDL en fonction de la présence d'un seul facteur, de deux facteurs, de plus de deux facteurs, ou bien d'antécédents cardiovasculaires. Et ici, comme vous voyez, les valeurs passe de 1,95 à 1 g s'il y a des antécédents cardiovasculaires.
pour ça que d'ailleurs ces patients dyslipidémiques représentent quand même un grand risque de développer cette athérosclérose qui est plus ou moins localisée au niveau coronaire, ce qui donne entre autres l'infarctus du myocarde, qui est vraiment une pathologie handicapante. Et même si bien sûr cette athérosclérose est un phénotype multifactoriel, l'élévation de la concentration en cholestérol total en LDL et la baisse de HDL a été largement et très bien établie par des études à grande échelle. Parmi ces études, la plus connue, c'est la cohorte de Framingham. Cette étude qui a été donc initiée en 1948, qui a montré une relation entre l'élévation du cholestérol et les cardiopathies ischémiques. Surtout comme vous voyez ici, donc c'est le vaisseau qui irrigue le corps lui-même qui est touché. Alors donc l'objectif du traitement est surtout de diminuer le risque de survenue de ces complications cardiovasculaires qui sont de plusieurs ordres, comme on voit ici. Alors la pathologie elle-même de la dyslipidémie est classée en trois principaux types de dyslipidémie. Il y a l'élévation de la cholestérol toute seule, tout au moins pure, donc c'est ce qu'on appelle le type 2. Il y a l'augmentation de la triglycéride, c'est le type 4, et les deux, c'est une hyperlipidémie mixte qui est type 2, B et 3. Voici la classification de Fredrickson, et donc on a la classe 1, 2A, 2B, 3, 4 et 5. Et selon la classification, plus ou moins la partie qui est touchée, donc dans les différentes catégories de lipides. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, surtout chez un patient dyslipidémique, il y a surtout l'âge, donc les antécédents familiaux, surtout du point de vue cardiaque, le tabagisme actif, l'hypertension artérielle, l'HDL quand il est bas, inférieur à 0,4 g par litre, et bien sûr le diabète de type 2 qui est toujours présent avec l'hypertension comme facteur de risque de cette pathologie cardiovasculaire. Le seuil, justement, pour intervenir du point de vue pharmacologique, il y a toujours un seuil qui est donc confondu avec les objectifs thérapeutiques qui est en relation avec la concentration de LDL. Alors, quand le risque est faible, donc le seuil du LDL, c'est 1,9 g par litre. Et bien sûr, plus le risque augmente, plus le seuil et l'objectif à atteindre est plus bas. Donc on passe de 1,9 à 1,3 jusqu'à 1 g et jusqu'à même 0,7 g quand le risque est très élevé, le risque cardiovasculaire. C'est pour ça que donc l'objectif est donc c'est d'obtenir donc et de maintenir une concentration en LDL en dessous du seuil d'intervention thérapeutique pour justement éviter ces complications cardiovasculaires. Alors, bon, c'est vrai, il y a toujours la partie diététique qui doit être prise en charge initialement avant de passer au traitement pharmacologique. Alors, dans ce cas-là, avant de passer à ce traitement thérapeutique, il faut confirmer donc ces anomalies par de dosage à distance. Ça rappelle un petit peu le traitement du diabète. Alors, l'arsenal thérapeutique que nous avons sous la main, on a 4 classes médicamenteuses. Il y a des inhibiteurs de cette enzyme, ou ce qu'on appelle cette HMG-CoA réductase ou les statines, les agonistes des récepteurs PPAR alpha ou les fibrates, les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol, et enfin cette résine échangeuse d'ions avec un seul représentant, la cholestérol. On commence par les statines, donc, qui sont une famille thérapeutique. Bon, elle agit évidemment sur cette enzyme qui est l'hydroxyméthylglutaryl CoA réductase. C'est une enzyme qui est limitante pour la synthèse hépatique du cholestérol. Donc, cette inhibition va stimuler bien sûr l'expression des récepteurs LDL qui sont plus ou moins ciblés et donc les faire diminuer. Les statines au niveau biologique permettent de diminuer le cholestérol total, le LDL, les triglycérides, les VLDL,
et une augmentation légère du HDL. Donc c'est presque le traitement idéal. Ils ont aussi un effet préventif sur la maladie cardiovasculaire. Et surtout, c'est le seul traitement qui a montré un bénéfice sur la mortalité totale par cette pathologie. Ils ont une tolérance relativement satisfaisante. Il y a quand même quelques interactions médicamenteuses, surtout avec les inhibiteurs du cytochrome P450 au niveau de leur métabolisme. Il y a des effets secondaires au niveau hépatique et musculaire, donc une surveillance particulière à ce niveau-là. Et puis donc, c'est référé simplement à la prescription définie par l'AMM. Surtout que l'hypertriglycéridémie n'est pas une indication. Comment ça agit? Donc ça inhibe tout simplement cette enzyme, l'hydroxyméthyle coenzyme A. Les statines donc inhibent de façon compétitive cette enzyme en se substituant à son substrat naturel au niveau du site catabolique de l'enzyme. Voici un petit peu le schéma qui explique ce mode d'action. Voici les différentes familles existantes: la simvastatine, la torvastatine, la pravastatine, la rosuvastatine et la fluvastatine. Bon, ça c'est tout au moins ce qui est commercialisé chez nous au Maroc, mais il en existe d'autres. Les caractéristiques thérapeutiques, comme on a dit, donc ça permet de diminuer la concentration, surtout intracellulaire, du cholestérol au niveau des cellules hépatiques. Et puis aussi la réduction du LDL qui est la cible pour ce traitement. Ça améliore donc les fonctions endothéliales et stabilise la plaque athéromatoeuse pour éviter justement les répercussions au niveau cardiovasculaire. Les effets recherchés ou les effets utiles en clinique, donc c'est surtout le traitement de l'augmentation du cholestérol, ce qu'on appelle les hypercholestérolémies primaires, les dyslipidémies mixtes aussi. Ça représente quand même la première ligne de traitement médicamenteux des hypercholestérolémies isolées. Et c'est surtout ces deux familles-là qui sont les plus recommandées par les hautes autorités de santé. Les effets, toujours donc, c'est indiqué en prévention primaire des événements cardiovasculaires et la prévention secondaire de ces mêmes risques, ce qui fait d'elle, c'est-à-dire les statines, une famille un petit peu à part dans le traitement des hyperlipidémies, au moins par rapport aux autres familles qui existent. Voici un petit peu une classification des statines en fonction de leur pathologie et de l'intensité des effets selon la haute autorité de santé. Et comme on voit donc, c'est surtout la simvastatine et la torvastatine, atorvastatine qui sont les premiers recommandés dans ce type de pathologie. Du point de vue pharmacodynamique, la diminution du cholestérol LT, la partie LT, ça va en 20 à 50%, ce qui est relativement importante. Elle est relativement modeste pour les triglycérides et puis une augmentation modeste pour le HDL. Alors sur les effets sur la prévention cardiovasculaire, on a dit qu'ils sont efficaces pour réduire la survenue d'événements coronariens, aussi bien primaires que secondaires, ce qui fait d'eux les produits de référence dans ce traitement. Alors, il y a quelques sources de variabilité avec les deux molécules les plus prescrites. C'est surtout au niveau de leur métabolisme, avec un risque d'interaction médicamenteuse, ce qui n'est pas présent, par exemple, avec les deux autres qui sont la fluvastatine et la rosuvastatine, où l'interaction médicamenteuse est beaucoup moins présente. Les effets indésirables, surtout au niveau musculaire et au niveau hépatique, et tout ça donc peut être plus ou moins suivi par un bilan biologique hépatique. Alors voici un petit peu les produits phares qui existent: le Zocor, l'Elysor, le Taor et le Lescol, ce qui est tout au moins commercialisé chez nous au Maroc. Alors la deuxième famille, ce sont les fibrates. Donc ils ont un mécanisme d'action un petit peu complexe, puis ils agissent au niveau de la concentration et la distribution des lipoprotéines. Mais ils ont surtout une action sur les triglycérides à l'inverse des statines. Voici le produit connu au Maroc, c'est l'épenthyl.
Du point de vue action des fibrates sur les bilans lipidiques, donc une augmentation quand même importante des triglycérides au niveau sanguin, une augmentation, même si modeste, de l'HDL de l'ordre de 10 à 15%. Et donc ça entraîne chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie une inversion des proportions des petites et des grosses LDL. Donc tout ça au profit des grosses qui sont moins hétérogènes et ce qui est relativement recherché dans le traitement de ce type de maladie. Comment ils agissent? Bon, c'est une action au niveau donc, génétique, au niveau de l'ADN. Donc c'est au niveau nucléaire. Mais ce qui importe, c'est que l'activité de cette enzyme est augmentée, d'où justement la baisse des triglycérides et tout ça. C'est une action un petit peu bien compliquée du point de vue moléculaire. On schématise par ces deux schémas-là pour montrer un petit peu l'intervention de ces fibrates ou tout au moins leur mécanisme intime qui s'effectue surtout, comme vous voyez, au niveau nucléaire. Alors les effets utiles en clinique, donc, comme l'a dit, c'est surtout le traitement de l'hypertriglycéridémie pure, aussi dans les dyslipidémies mixtes, surtout avec une prédomination de l'hypertriglycéride. Puis donc normalement ce sont des produits qui sont utilisés en cas d'intolérance aux statines, c'est-à-dire que quand il s'agit bien sûr d'indication, tout au moins d'action au niveau du cholestérol ou du LDL, plus précisément par rapport à la triglycéride. La pharmacodynamie de cette famille-là, donc tout au moins le principal intérêt par rapport aux statines, bien sûr cette diminution de la triglycéride, cette augmentation un peu plus importante de l'HDL, mais c'est des produits qui sont utilisés surtout en deuxième intention et surtout qu'il n'y a pas de bénéfice ni sur la mortalité, surtout sur la mortalité totale cardiovasculaire, chose qui a été largement démontrée avec les statines. Voici un petit peu quelques caractéristiques pharmacocinétiques. Comme vous voyez, les liaisons protéines sont relativement très importantes, ce qui fait craindre quand même les problèmes d'interaction médicamenteuse. Le métabolisme, comme avec ce produit-là, donc comme vous voyez, il y a toujours ce problème. Donc ce métabolisme au niveau de ce type de cytochrome, là aussi peut faire craindre ce problème d'interaction entre plusieurs médicaments. Les effets indésirables sont relativement pas minimes, mais on trouve là aussi donc les problèmes musculaires et hépatiques, bien que c'est moins important que les statines. Troisième famille, donc ça c'est un produit qui inhibe l'absorption intestinale des stérols. Il existe un seul représentant, les éthymibes. C'est une nouvelle famille des lipimions. Il a une action donc sur le cholestérol en inhibant tout simplement l'absorption au niveau intestinal, et ce qui entraîne une diminution de leur concentration au niveau sanguin. Alors la cible de ce produit, c'est le transporteur de stérol qui est plus ou moins responsable de l'absorption intestinale du cholestérol et des autres phytostérols. Alors donc ce qui est recherché, c'est cette inhibition d'absorption de ce lipide, ce qui va entraîner une diminution des apports du foie, du cholestérol intestinal, sachant que les statines diminuent la synthèse hépatique du cholestérol, ce qui nous fait dire que ce qui est logique, c'est que l'utilisation de ces produits-là en même temps ne peut qu'avoir une action synergique. D'ailleurs, c'est pour ça que ces deux molécules administrées simultanément avec des mécanismes distincts entraînent donc une diminution complémentaire du cholestérol quand ils sont utilisés en association. Voici un petit peu le mécanisme d'action de ces évétimibes qui entraînent donc une diminution du cholestérol sanguin. Alors ça aussi, donc ça montre un petit peu l'administration, la co-administration entre les éthymibes et la statine, avec une augmentation plus ou moins importante de l'action
en cas de leur association. Les produits existants, voici donc, comme on l'a dit, il n'y a une seule DCI avec ces dosages différents selon l'indication. Donc c'est surtout indiqué pour les hypercholestérolémies et toujours en association avec les statines, mais jamais être utilisé toute seule. Par contre, pour les préventions des événements cardiovasculaires, chez les patients présentant une maladie coronaire, ça peut être indiqué, et surtout en complément et de manière simultanée avec les statines. Ça aussi, donc, c'est une pathologie un petit peu génétique particulière où l'indication est posée. Alors, les caractéristiques pharmacocinétiques, c'est qu'ils ont ce produit inframétabolisé. Et inframétabolisé peut avoir un métabolite pharmacologiquement actif qui est donc utilisé, entre autres, qu'on utilise donc entre autres cette propriété. Le reste, c'est relativement, j'allais dire, standard. Surtout que les effets secondaires correspondent un petit peu aux statines, donc c'est surtout le problème au niveau hépatique et musculaire. La dernière famille, ce sont cette résine échangeuse d'ions. Comme son nom l'indique, donc ça va agir en échangeant des ions et donc abaisser indirectement la concentration sanguine du cholestérol. Pardon. Alors, c'est des produits qui sont insolubles ou non, donc qui ne sont pas résorbés au niveau du tube digestif. Il n'y a qu'une seule famille, un seul produit, et c'est le castran ou la cholestéramine. Donc, c'est une indication de nos hypercholestérolémies essentielle et dans les troubles d'hypercholestérolémie pure avec l'association aussi cholestérolémie statine qui a montré un effet synergique. Alors donc, c'est le mécanisme d'action de ces produits-là. Donc, c'est au niveau des acides biliaires qui entraîne donc une inhibition de ce cycle entérohépatique et augmente l'élimination fécale des cholestérols. Donc, ça permet de faire diminuer jusqu'à 20%, ce qui est relativement modeste, notamment par rapport aux statines, des LDL. Et puis, des fois, malheureusement, elle est accompagnée d'une élévation de triglycérides, même si elle est transitoire. Voici un petit peu le mode d'action de ces résines échangeuses d'ions qui va donc intervenir au niveau des acides biliaires pour augmenter tout simplement leur élimination fécale et donc diminuer leur présence au niveau sanguin. La pharmacocinétique, surtout c'est un produit qui n'est pas absorbé, donc c'est ce qu'on cherche d'ailleurs, c'est une action topique au niveau du tube digestif. Il est indiqué dans ces différents types dyslipidémie. Et puis il a une action au niveau de la prévention primaire des hypercholestérolémies de type 2 selon la classification de Fredrickson. Alors donc bien sûr il y a des choses bien à observer pour avoir une action optimale. Les effets indésirables là aussi, donc c'est surtout des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes d'hépatovitamинose, surtout que leur action va entraîner un petit peu la diminution d'absorption de quelques vitamines des phospholipides. Bon, les interactions, c'est surtout au niveau, comme on a dit, au niveau d'absorption. Et donc, ça agit avec les médicaments qui ont une fonction acide. Et c'est surtout les antivitamines K qui sont malheureusement toujours présentes dans ce type de pathologie cardiaque. Voilà, on conclut en disant que les maladies cardiovasculaires, comme ils sont multifactorielles, la prise en charge peut être qu'une composante d'une stratégie globale par le cardiologue. Ça doit être une prise en charge personnalisée et surtout on doit prendre en compte le niveau de risque cardiovasculaire